Rebonsoir à tout le monde, puisque j'étais en direct il n'y a pas très longtemps, on était en direct d'Ireza à Jarry. Malheureusement, j'ai pris un petit peu trop de temps, donc je n'ai pas eu le temps de vous présenter le journal. Mais on va se rattraper effectivement avec le focus, donc cette heure qui est dédiée à l'actualité. Nous avons deux thématiques ce soir, deux thématiques bien distinctes, à savoir effectivement l'organisation du triathlon des Grenouilles Bleues. Et nous avons effectivement Didier Henry, le président de ce club qui est présent avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir, donc c'est prioritairement le triathlon de la ville de Bémao. Plutôt ville de Bémao, c'est pas celui des Grenouilles Bleues. Non, non, on insiste là-dessus, c'est vraiment le triathlon de la ville de Bémao, organisé par les Grenouilles Bleues. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Henry. On va revenir vers vous dans pas très longtemps. Et nous avons également Nelly qui est sur le plateau ce soir. Bonsoir Nelly. Bonsoir. Nelly, que vous avez certainement dû apercevoir dans une émission avec Chicanos il y a quelque temps. Nelly qui traverse une grosse crise familiale en ce moment. Visiblement, mercredi, une décision de justice doit être rendue pour savoir si vous pourrez garder votre fils ou non, sachant qu'effectivement son père a réussi déjà dans un premier temps à avoir la garde et l'a fait venir en Hexagone, ce qui vous inquiète particulièrement puisque le départ de votre petit est prévu donc pour ce samedi. Exactement. On va d'abord commencer avec monsieur Henry. Alors, déjà, comment ça se passe au Grenouille Bleu avant de venir au triathlon? Je pense que c'est un petit peu comme pour la plupart des associations ou des clubs en Guadeloupe. Suite au Covid, on a perdu la moitié de nos adhérents, mais on va dire qu'on n'est pas le club le plus délesté en la matière. En tout cas, on essaye de relancer la discipline, notamment avec le triathlon de la ville de Bémao. Alors, pourquoi j'insistais? C'est parce que anciennement, c'était le triathlon qui était prénommé Paul Mado, triathlon Paul Mado, donc l'ancien maire de la ville. Et la mairie, à un moment donné, qui n'avait pas forcément la compétence pour organiser un triathlon, quand je dis pas la compétence, c'est au niveau sportif, nous a demandé à nous, Grenouilles Bleues domiciliés sur la ville de Bémao, d'organiser le triathlon pour son compte. Donc voilà, donc c'est bien le triathlon de la ville de Bémao organisé par le club des Grenouilles Bleues. Et pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, donc là on est sur la 11e édition qui normalement aurait dû être la 13e. Et donc je suppose que vous savez pourquoi on n'est qu'à la 11e, c'est tout simplement parce qu'il y a eu la crise du Covid qui est passée entre-temps. Et donc 2020, l'édition n'a pas eu lieu, 2021, l'édition n'a pas eu lieu, bien que nous ayons déposé les dossiers. Mais la préfecture et puis les autorités compétentes ne nous ont pas donné les autorisations pour pouvoir organiser ce championnat. Le triathlon de la ville de Bémao est aussi le support des championnats anti-Guyane de triathlon. Donc on a, en règle générale, on a parfois des Guyanais, très souvent des Martiniquais qui viennent aussi participer à ce championnat, puisqu'il permet de décerner le titre du champion anti-Guyane de triathlon. Alors, est-ce qu'on a des participations confirmées justement de nos voisins de la Caraïbe? Oui, on a des participations confirmées déjà pour la Martinique, puisque le président de la Ligue de Martinique m'a appelé juste avant qu'on ne passe en plateau, pour me confirmer qu'il y avait des athlètes... oui, ils sont prêts à perdre. Très bien. Non, on a une pointure en Guadeloupe, c'est un peu compliqué de le battre en ce moment-là. N'est-ce pas? Voilà. Il gagne tout, hein. Il rafle tout. Je crois qu'on parle de la même personne parce qu'il rafle tout, hein, en triathlon. Voilà, je vais vous donner un petit peu au moins son nom chez les hommes et puis un nom chez les femmes. Et voilà. Pour le moment, je n'ai pas vu le reste de la start list, mais au moins, il y a ces deux noms-là qui sont confirmés, qui sont Olivier Noglotte chez les hommes et Christelle Martinet chez les femmes. Donc voilà, donc on aura un beau plateau local. Donc c'est pour ça que je peux me permettre de dire que les Martiniquais sont prêts à perdre. Non, mais monsieur Noglotte, franchement, il est extraordinaire. On se demande comment il fait. Je crois que même qu'il a fait un Ironman et tout. Franchement, exceptionnel. C'était il y a peu de temps, c'était il y a un mois. C'était il y a un mois, oui, c'est ça. C'était le Half Ironman de Porto Rico où il finit. C'est exceptionnel parce qu'en fait, il a 48 ans. Mais c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est que c'est un homme quand même qui est mûr. Hein. Il n'est pas dans son jeune âge, mais il réalise des performances extraordinaires. Oui, il a fait deuxième au scratch, c'est-à-dire toutes catégories confondues, et il a fait premier de sa catégorie. Il n'y a pas 5 participants. Non, il y avait plus de 1000 participants. Voilà. Il y avait plus de 1000 partants sur le départ de cette course, qui en plus est qualificative pour les championnats du monde 73. Qui auront lieu aux États-Unis. Et donc, il est qualifié dans sa catégorie pour aller participer à ces championnats du monde. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai qu'on a un énorme champion ici en Guadeloupe. Donc, on salue encore monsieur Noglotte. Voilà, il s'entraîne énormément, donc il a les résultats de ses entraînements. Ah, mais il y en a qui s'entraînent beaucoup et qui n'ont pas de résultats. Hein.
C'est sûr, mais lui, il s'entraîne vraiment beaucoup, hein. Je pense que si vous rencontrez quelqu'un à 13 heures sur la rocade au milieu des voitures, c'est lui. Donc non, il s'entraîne vraiment beaucoup, donc il a les résultats de ses entraînements. Très bien. Donc, il participe à la compétition. J'imagine que ça donne un cachet aussi à la compétition d'avoir de tels participants. Oui, ça donne un cachet à la compétition, tout simplement. Et donc, tous les, on va dire, les jeunes aux dents longues, quand ils entendent que Olivier est présent sur la compétition, ils sont prêts à s'inscrire pour lui damer le pion. Ce que pas beaucoup de gens ont réussi à faire pour le moment. Mais c'est arrivé par le passé. Mais en ce moment, Imbattable. il domine. L'espoir fait vivre. Ouais, exactement. Comme ça, ils seront dans son sillon. Alors, organisé donc par vous, chapeauté par la ville de Bémao, les participants ont déjà répondu présent. Est-ce que finalement les listes sont bouclées? Alors, les listes ne sont pas bouclées puisque les inscriptions sont ouvertes jusqu'à vendredi 12 heures. Je dis vendredi 12 heures. Enfin, non, pas vendredi, jusqu'à samedi 12 heures. Je dis samedi 12 heures parce qu'en général, quand on dit la compétition a lieu le 8 et donc on laisse les inscriptions ouvertes jusqu'au 7, il y a toujours un phénomène qui va aller s'inscrire à 23h59. Bien évidemment. Voilà. Ou Donc, le dimanche matin. voilà. Donc là, je préfère dire samedi midi, les inscriptions seront closes. Comme ça, les gens ont toute la semaine pour pouvoir s'inscrire. Et puis, c'est important aussi pour nous, organisateurs, parce qu'on fait, alors, il y a la compétition le dimanche matin, mais on fait ce qu'on appelle traditionnellement la veille, donc le samedi, on fait ce qu'on appelle une pasta party. Donc, c'est pas de bolognaise, en gros, c'est pour emmagasiner des sucres lents pour la compétition du lendemain. Et donc, forcément, les grenouilles bleues ont besoin de dimensionner les quantités qu'ils vont commander au traiteur pour pouvoir organiser cette Mais pasta nous, on veut une party. fouille à peu partie, quand même. Monsieur, oui, quand Oui, même. ouais. Pasta partie. Mais Pour une c'est- patate douce partie, une manioc partie. c'est à réfléchir, effectivement. On n'y a pas pensé parce que traditionnellement, c'est toujours la pasta partie, pas de bolognaise. Mais effectivement, pour le futur, ce serait peut-être quelque chose à quoi il faudrait penser, puisque tout simplement, les patates douces, je pense qu'il y a des sucres lents. Il faut qu'on repère justement Intéressant. les produits qui ont des sucres lents, de façon à faire de nouveaux produits qui vont peut-être rayonner. On enverra Monsieur Noglotte participer aux Ironman avec et nous ramènera de nouveaux marchés. Ouais. Sinon, samedi midi, la clôture des inscriptions. Donc, on a encore toute la semaine pour pouvoir s'inscrire. Il y a 2 courses au programme, hein. Donc, il y a un XS qui est ouvert dès la catégorie Benjamin, si je ne me trompe. Donc, c'est catégorie Benjamin, c'est à partir de 12 ans. Et il y a un M qui est ouvert à partir de la catégorie junior. Alors, pour comprendre un petit peu ce que sont ces catégories, le XS, c'est, si je ne me trompe pas, 400 mètres de natation, 10 km de vélo et 2,5 km de course à pied. Donc, c'est pour ça que c'est ouvert à partir de la catégorie 12 ans. D'accord. Et le M est ouvert à partir de la majorité, donc à partir de la catégorie junior. Donc, c'est 1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Tout se passe sur le territoire de la ville de Bémao. Donc, la natation se passe dans le port de Bémao, tout simplement. La partie vélo pour le XS se passe dans le bourg de Bémao. Ils font un demi-tour devant le rond-point de l'Alliance. Même pas, devant le rond-point de la prison, en fait. Et ils reviennent, donc ça fait 10 km. Et pour la partie course à pied, ça se passe sur le littoral de la Friche. Donc les gens s'en servent un petit peu comme parcours sportif le soir. Donc ça, c'est pour le XS. Et pour ce qui concerne le M, donc c'est 1,5 km de natation dans le port de Bémao. Les 40 km à vélo, donc c'est assez simple. 1,5 km de natation. Oui, bon, ça va. Ça va. C'est ce qui, enfin, moi, je considère. J'espère que ça vient d'un homme qui les fait des Dundee, hein. Oui. D'accord. Enfin, 1,5 km. un petit peu moins maintenant, puisque je suis un peu à l'organisation, mais je continue de. On parle bien de pratiquer 1500 mètres, hein, monsieur Henry. Oui. D'accord. Ok. Oui. Bah, l'Ironman, c'est 4 km, donc c'est pour ça que je dis que 1,5 km, ça va, c'est encore 200 gérable. mètres j'ai coulé, donc Voilà. c'est chaud. Et la partie cycliste, donc pour le vélo, c'est au départ du bourg, donc de la Friche, le bourg, en direction de Coueffin, rond-point de l'Alliance, la voie verte, Convenance, on passe devant la boulangerie Vénus, on passe devant et on revient en direction de la gendarmerie pour rentrer dans le bourg. Et ce tour-là fait 20 km, donc ils vont le faire 2 fois. D'accord. Voilà. Et puis la partie course à pied pour le M, c'est toujours pareil sur le littoral de la Friche, avec un parcours à faire 4 fois. Un parcours qui est corsé, puisque je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, mais le parking du littoral de la Friche, il y a la descente qui permet d'aller de l'eau jusqu'au parking, elle est à pic. Donc cette descente est à prendre 4 fois. Et il monte aussi, comme on trouvait que ce n'était pas assez corsé, il monte aussi la côte de la bibliothèque, de la médiathèque qui est devant la mairie. Paul Mado. Voilà, exactement. D'accord. Exactement. Vous voulez que Donc, tout le monde crache ses boyaux? Exactement. Mais tous les ans, ça se passe bien. On n'a pas eu encore d'incident, je touche du bois. Donc ça va, les gens sont entraînés. En règle générale, on ne s'inscrit pas sur ce genre d'épreuve sans être entraîné. Oui. Après, ça devient dangereux. Donc voilà, quoi. On est confiant.
Super, on voit qu'il y a un très gros programme pour effectivement ce triathlon organisé par la ville de Bémao et les Grenouilles Bleues. Euh, on n'a pas donné les dates, hein. Alors, c'est le 8 mai. C'est toujours le 8 mai. Ça tombe très bien parce que c'est toujours un jour férié, tout simplement. Ce qui nous permet, d'ailleurs, alors on lui a déjà fait la demande, mais je vais la reconfirmer. Ce qui nous permet d'avoir, en règle générale, le staff de la mairie, dont Madame le maire, qui vient en général pour les remises des prix. Et on a toujours une petite visite de sa part avec son équipe pour participer à la remise des prix. Puisque ce jour-là, ils sont de sortie. Je crois qu'il y a un dépôt sur le monument aux morts. Voilà, donc du coup, dans la continuité de cet événement du 8 mai, ben, ils viennent en général remettre les récompenses à nos athlètes, Et à quelles nos sont valeureux les athlètes. récompenses? Alors, les récompenses, cette année, ça va être... les années précédentes, on avait une grille de prix, tout simplement. Alors, sur le XS, en général, on distribue des prix en nature. Et sur le M, on a une grille de prix. Cette année, il nous a été compliqué de mettre la grille de prix en place, tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens que les 2 années précédentes. Les clubs, en règle générale, vivent avec les sponsors. Donc, on a moins de sponsors qu'avant. Ils vivent aussi avec les cotisations des adhérents et on a perdu la moitié de nos adhérents. Donc, j'espère que pour l'année prochaine, on arrivera à remettre en place une grille de prix. Donc, cette année, les récompenses, ça sera des médailles et des coupes. Et puis, il y aura une collation, après la remise des prix. Donc, voilà. On a baissé aussi, pour ne pas que les gens soient trop déçus, on a aussi baissé les engagements. Donc, anciennement, les inscriptions étaient à 30 euros pour la course au format M. On les a descendues à 20 euros. Donc, voilà, on a essayé de faire une édition pas light, mais en tout cas plus légère que ce qu'on faisait les années précédentes, en espérant que si tout se passe bien, l'année prochaine, on repartira sur une édition comme on avait l'habitude de le faire par le passé. Très bien. Bon, il reste encore quelques jours au conseil départemental ou à la région Guadeloupe pour peut-être effectivement vous passer quelques petites enveloppes qui vous permettraient de récompenser justement nos athlètes. Parce que c'est vrai que c'est difficile pour les associations, pour la reprise. Les finances ne sont pas au beau fixe, les adhérents ne sont plus là, donc il faut remettre la machine en route et vous devriez avoir effectivement des soutiens. Exactement. On Les demandes de subventions, en tout cas, ont été déposées. Donc, en général, elles sont toujours servies a posteriori, mais même a posteriori, ça ça pourra nous aider servira. à la reprise, en tout cas, de l'activité, dans tous les cas. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Henry, d'être venu nous présenter donc ce marathon de la ville de Bémao, qui se tiendra donc ce dimanche 8 mai. À partir de quelle heure? Alors, les deux courses, pour la première course est au départ à 7h30 et la deuxième, le XS part à 7h30 et le M part à 8h30. Voilà, donc les athlètes en général se présentent 1 heure avant et nous, organisation, on est là dès 5h du matin. Et on n'oublie pas la participation de Monsieur Noglotte, qui risque effectivement de tout rafler. Et Christelle C'est la Martinez. Et Christelle Martinez, donc, on a une femme qui fait aussi, qui est licenciée vélo aussi, et qui est aussi une triathlète émérite. Je pense même qu'elle est championne de la Guadeloupe en titre, hein, si je ne me trompe pas. Donc voilà, elle sera là aussi. Du niveau pour la compétition, donc. Merci beaucoup, Monsieur Henry. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et on passe maintenant à notre deuxième thématique du jour. On va faire une petite introduction puisqu'on va marquer la coupure pub tout à l'heure. Donc nous sommes en présence de Nelly. Bonsoir, bonsoir Nelly. Donc effectivement, vous êtes dans une situation assez singulière, pas très commode. J'aimerais effectivement que vous repreniez les faits pour nos téléspectateurs. Que s'est-il passé concrètement avec votre ex-conjoint? Pourquoi votre fils, effectivement, la garde de votre fils lui a été accordée et pourquoi a-t-il été donc transféré en Hexagone? Alors bonsoir tout le monde. Alors j'ai un enfant effectivement, un petit garçon de 2 ans et demi que j'ai eu en métropole. Donc j'ai grandi en Guadeloupe et je suis partie en métropole pour mes études et pour y travailler. J'ai fait la rencontre du père de mon petit garçon et au tout démarrage, tout se passait très bien dans notre relation. Et au moment où je suis tombée enceinte, on va dire 3 mois après, là ça a été la catastrophe. C'est-à-dire que ça a commencé par sa mère qui m'a tout simplement souhaité le pire pour notre enfant qui était dans mon ventre. Donc, vous avez tous compris ce qu'elle a souhaité à ce petit être qui était en train de grandir à l'intérieur de moi. Et à partir de ce moment-là, ça a été un peu la descente aux enfers, puisque le père s'est mis à boire.
s'est mis à tout simplement ne plus rentrer le soir comme habituellement à l'accoutumée après le travail ou rapidement après avoir pris un verre avec ses collègues. Donc, il m'a complètement mis de côté, que ce soit moi, que ce soit notre enfant. Il faut savoir que c'était une grossesse qui était à risque puisque j'avais déjà perdu un premier enfant d'une précédente union et que de ce fait, j'étais surveillée très étroitement toutes les 2 semaines à l'hôpital pour surveiller la longueur de mon col. Et il s'avère que la mère, justement, de mon ex-compagnon était bien au fait de tout ça, puisque elle était venue, en fait, à un rendez-vous avec le gynécologue. Et lors de ce rendez-vous, avait été indiqué qu'il fallait, pour que tout se passe bien lors de cette grossesse, qu'il fallait que je sois zen et enfin, le plus zen possible pour pas justement perturber mon col. Voilà. Et, mais encore plus au vu de mes antécédents. Et en fait, elle m'a tout simplement dit je ferai tout pour que tu ne le sois pas. J'ai très bien entendu ce que le médecin a dit et je ne veux pas de cet enfant. Je veux qu'il crève dans ton ventre, très concrètement. Donc ça s'est très mal passé. Ensuite, notre petit garçon arrive au monde. Moi, je me dis que forcément, à la vue de ce petit être, que le père allait finalement retrouver de l'amour pour son enfant, s'adoucir et reprendre un peu sa vie en main et sa vie de papa. Sauf que ça n'a pas été le cas. Il faut savoir que moi, à un moment donné, j'étais en congé maternité. Tout le monde le sait, on n'a pas tout son salaire en congé maternité. Encore moins quand on enclenche derrière un petit congé parental qui a pourtant été décidé des 2 parties, du père comme du mien. Et le père me dit... moi, je lui dis à un moment donné, je ne peux plus tout payer parce que c'est un homme qui s'occupait financièrement que de sa vie, en fait. Donc, il y avait l'appartement qu'on avait acheté à 50-50, malgré le fait qu'il touchait beaucoup mieux que moi, on était à 50-50. Il avait une voiture commerciale à 2 places. Moi, je lui dis, écoute, là, on a un enfant, donc il va falloir peut-être penser à prendre une voiture familiale, enfin, au moins 5 places. Et de là, il me répond, moi, personnellement, j'ai ma voiture, donc si tu veux qu'on fasse des sorties familiales, tu prendras le Uber ou le bus. Donc, avec un enfant prématuré, même s'il n'était pas prématuré, ce n'est juste pas une réponse acceptable. Donc, il a fallu que moi, j'achète et que je paie cette voiture, en plus des 50% du loyer, enfin du crédit. En plus de ça, c'est moi qui achetais tout pour notre fils, parce que lui estime qu'un enfant n'a besoin de rien et qu'il est trop petit, il a besoin de rien pour le moment. Donc, je lui dis à un moment donné, écoute, là, les finances sont très compliquées, je ne peux plus tenir, donc essaie de gérer un peu pendant quelques temps. Et là, j'ai cette magnifique réponse le lendemain matin à son réveil en prenant son café qui me dit « Tu ne paies pas, tu te casses ». D'accord. Donc, sachant que j'étais déjà exténuée de tout ce qui se passait, du fait qu'il ne s'implique absolument pas, il rentre du travail, il est sur son ordinateur, il part, on était des meubles, il ne regarde pas son fils, il ne l'embrasse pas, il ne lui a jamais fait un bain, il lui a donné quelques biberons à ma demande. Il fallait qu'on dorme dans le salon parce qu'on faisait trop de bruit. Donc moi, étant mère allaitante, je me suis même culpabilisée en me disant c'est pas moi, c'est de ma faute. Je ne donne peut-être pas assez la place au père dans cette relation. Donc je me suis assise avec lui, je lui ai dit écoute, un enfant a besoin de ça, 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 ça. Je fais tout. Ce n'est pas bon. Parce que sinon, notre fils, en fait, tu le vois déjà, il te regarde pas, il ne te sourit même pas. Donc il faut que tu prennes des tâches pour qu'il puisse savoir que tu es là aussi pour lui et que tu es son père. Donc, on a dressé une liste à 2. Je lui dis, écoute, tu fais ça, ça te va? Et OK, ça n'a même pas tenu une semaine. Et après, il est revenu à ses habitudes où on n'existe plus. Donc, j'en suis même venue à me dire, peut-être qu'il croit que ce n'est pas son enfant. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que tu penses que tu n'es pas le père? Il me dit, non, non, je sais que je suis le père. Donc, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et tout le temps, à me culpabiliser, à me dire que c'est moi qui l'abandonne, alors que c'est lui qui ne fait rien. Mais c'est tout le temps moi qui l'abandonne. Donc, il me demande de partir en plein hiver, puisque c'était le 10 janvier 2020. Donc, heureusement, ma mère habitait pas très loin à l'époque. Donc, je suis hébergée par ma mère. J'avais tout apporté dans l'appartement. J'avais apporté les tables, les chaises, le réfrigérateur, la télé. La seule chose qu'il avait pris, c'était le lit et on avait payé le canapé à 2. Tout le reste venait de moi, jusqu'au rideau, jusqu'aux serviettes de toilette. Donc moi, quand il me met dehors, je lui dis, écoute, je vais chez ma mère, je n'ai pas besoin de tout ça. Je prends juste les affaires de notre fils. Il avait acheté une poussette, une table à langer et une chaise haute
parce que son travail lui avait donné une prime de naissance avec obligation de la dépenser sur un site de puériculture. Il n'avait pas le choix. Donc, c'est comme ça que notre fils a eu ses meubles. Et il me dit, non, tout ce que j'ai acheté, tu le laisses. J'ai dit, ben, très bien, donc je vais prendre tout ce que j'ai acheté. J'ai tout pris, jusqu'au rideau. J'ai tout pris, je suis partie avec. Je n'avais pas besoin de tout ça. Je lui dis, je n'ai pas besoin de ça. J'ai juste besoin des affaires de notre fils qui se sentent bien dans une chambre. Non, il ne voulait pas. Donc, je dis, ben, puisque c'est comme ça, ben, puisque chacun garde ce qu'il a acheté, ben, je prends tout ce que j'ai acheté jusqu'au réfrigérateur que j'ai distribué à mes amis à droite à gauche. En décembre, il savait que je partais en métropole, puisque j'avais pris des vacances. Il le sait tellement bien que ce sont des vacances, que j'ai pris un billet, que je l'ai mis en personne à contacter en cas d'urgence. Mes amis, comme mon anniversaire est en décembre, mes amis l'ont contacté en disant « Je sais que Nelly doit partir en Guadeloupe. C'est quoi ces dates? Parce que j'ai un cadeau d'anniversaire à lui acheter pour l'emmener voir le lac des Cygnes en mars. Dis-moi c'est quelle date pour savoir si je peux acheter ou pas. » Il le savait. Donc j'ai des attestations d'honneur de mes amis qui témoignent, qui sait que je pars. Il dit qu'il ne savait pas que je partais, qu'il a appris. Quelle année vous vouliez partir? Là, on était en décembre 2019. J'ai pris mes billets d'avion Décembre 2019 pour d'accord. partir en mars 2020. D'accord. Donc, c'était la fin de mon congé maternité, congé parental. D'accord. Donc, je prends ce billet d'avion. Et à ce moment-là, on commence déjà à parler de grippe chinoise, etc. Donc, du coup, j'ai pris mes billets de toute manière depuis le mois de décembre. On ne parlait pas encore de masque, de confinement, ni quoi que ce soit. J'arrive le 10 mars. Le 15, on parle de confinement. Oui, effectivement. Et je devais repartir le 31 mars. Et le 29, on ferme les frontières. Donc, je me retrouve coincée en Guadeloupe. Je devais reprendre le travail le 8 avril et je voulais rentrer une semaine avant parce que notre fils était inscrit à la crèche de mon travail. Donc, c'était le temps de faire la semaine d'adaptation. Donc, je reste bloquée. Mon travail m'envoie, comme ils ont aussi une antenne en Guadeloupe, ils m'envoient un PC portable, etc., pour que je puisse reprendre le télétravail. Moi, j'ai un antécédent d'accident vasculaire cérébral. Donc, les médecins me disent, restez ici. Restez en Guadeloupe. Vous avez fait un AVC? Oui. D'accord. J'ai fait un AVC il y a quelques années de ça. Et ils me disent, restez en Guadeloupe, vous serez beaucoup mieux ici, plutôt que de partir en métropole avec tout ce qui, les confinements, avec le froid, puisque moi, il faut savoir que tout ce qui est froid au niveau de mon AVC, mon côté gauche est complètement bloqué. Et encore pire, depuis l'accouchement, ça m'a développé une hypersensibilité au froid encore plus importante. Donc, ils m'ont dit, restez ici au chaud. Puis, vous êtes dans une commune agréable, la verdure, etc., en bord de mer. Je ne suis pas confinée. Très clairement, les personnes en Guadeloupe n'ont pas subi le confinement que les Parisiens ont subi. Donc, je reste ici. Donc, je dis à mon employeur que je reste là le temps que la crise se passe. Donc, je me dis, bon, je vais faire l'été, je vais rentrer vers le mois d'octobre. Sauf qu'en octobre, je prends un billet. Une semaine avant de partir, j'entends parler d'un deuxième confinement. Donc, j'annule mon billet. Je dis, mais dis donc, ok, j'annule le billet d'avion. Donc, je reste encore là. Et entre-temps, le père ne m'appelle jamais. Il a mon numéro de portable, il n'a pas un seul appel. Il m'envoie des mails par rapport à la licitation de notre prêt immobilier, donc pour qu'il puisse récupérer ma part. Une fois par mois environ, il me dit comment va notre fils? Je lui réponds il va bien. Mais pour moi, c'est pas comme ça qu'on demande des nouvelles d'un enfant. On appelle, on fait une visio, comme tous mes amis ont fait. Tous mes amis ont vu l'évolution de notre fils par visio. Lui, il ne m'a jamais appelé. On est en 2022 maintenant. Il est jeune. Je ne suis pas avec quelqu'un qui a 80 ans. Il sait se servir de WhatsApp. Jamais il m'a appelé en vidéo. Jamais. Donc, moi, je vois que c'est quelqu'un qui s'en moque de son enfant. Et là, vers la fin de l'année, je reçois un mail long comme le bras où je sens qu'il se passe quelque chose. Il me pose plein de questions. Mon adresse, qui s'occupe de notre fils, mais... Vraiment assez violemment. Je me dis, il se passe quelque chose. Je me dis, mais pourquoi il me fait un mail aussi agressif d'un coup d'un seul? Donc, je réponds assez brièvement. Et là, peut-être une semaine ou deux après, je vois les gendarmes qui viennent chez moi qui me disent, oui, vous avez kidnappé votre enfant. D'accord. Je dis, ah bon? Je dis, qui lui, là? Oui, apparemment, vous l'avez kidnappé. Donc, je leur explique la situation. Ils m'ont dit, OK. Donc, ils me recommandent d'aller voir une inspectrice sociale en gendarmerie. Donc, je vais la voir, je lui raconte l'histoire. Elle me conseille de saisir le juge aux affaires familiales. Et là, je lui dis, mais je ne sais même pas où le saisir parce que moi-même, je ne sais pas encore où je vis actuellement. Je vis normalement en métropole,
Là, je suis ici pour du télétravail. Je venais d'acheter une voiture. Mes affaires sont encore là-bas. À l'heure où je vous parle, mes affaires sont encore là-bas. Toujours maintenant. Oui. D'accord. Ma voiture, je l'ai remise par le biais d'un ami qui l'a remise parce que c'était une voiture que j'avais achetée en location longue durée, donc je ne pouvais pas la faire rentrer. Donc, du coup, elle me dit, là, actuellement, vous résidez en Guadeloupe, donc vous êtes obligé de saisir le juge aux affaires familiales de Guadeloupe, donc de Basse-Terre. Et vous verrez par la suite, en tout cas, vous êtes obligé d'attendre la date, l'audience, etc. Vous êtes obligé de rester ici. Donc, je reste ici. Et de fil en aiguille, je me dis, mais pourquoi je vais rentrer? En fait, je suis beaucoup mieux. Mon côté gauche va mieux. Je peux aller à la mer. Je peux faire ma réadaptation, ma rééducation, pardon. Enfin, pourquoi je vais rentrer? J'ai un père qui n'appelle pas, qui ne s'occupe pas de son enfant. Je vais rentrer pourquoi, en fait? Donc, je dis, je reste. Et j'ai pris cette décision peut-être un mois avant son premier droit de visite, puisqu'on a eu une audience. Donc là, il vient. Donc, je me dis, il sait prendre l'avion, il sait prendre un billet d'avion. Moi, je lui dis que je ne peux pas rentrer en France, j'ai des problèmes médicaux. Pourquoi tu ne me dis pas, tu ne rentres pas, moi j'ai trop envie de voir mon fils, je viens. J'aurais dit, viens. Non, il ne me propose pas de venir, il ne m'appelle pas. Il a mon numéro de portable, celui de mon frère, celui de ma mère. Donc je ne vois pas. Il dit même à la gendarmerie, je ne savais pas qu'elle était guadeloupéenne. On va loin, on va très loin. Vous ne connaissez pas bien. Apparemment, non. Il ne savait pas que j'étais guadeloupéenne. Donc il ne savait même pas dans quel pays étranger me chercher. Il me dit, je suis partie dans un pays étranger. Je ne savais pas que la Guadeloupe est un pays étranger. Donc, oui. On va marquer une petite pause. Ok. Justement pour cette première partie. Donc, vous avez pu nous expliquer un petit peu le cheminement Exactement. depuis votre grossesse, à savoir comment ça s'est passé. Là, puisqu'on en vient à la partie judiciaire réellement, je propose qu'on marque une petite page de publicité et on revient après. On donnera de détails justement sur cette affaire. Merci. De retour sur le plateau du Focus, nous sommes toujours en présence de Nelly, cette maman d'un petit garçon de 2 ans et demi qui se retrouve particulièrement troublée avec effectivement son ex-compagnon qui visiblement veut récupérer le petit et le ramener donc en France hexagonale ce samedi. Donc il y aura un jugement qui sera rendu ce mercredi. Vous nous avez parlé effectivement de l'aspect personnel, de l'aspect familial pour nous décrire un peu le cadre dans lequel vous avez évolué. On va reprendre très synthétiquement. Vous avez accouché quand ? En juillet 2019. Juillet 2019, vous accouchez. Vous partez en Guadeloupe quand en vacances ? Le 10 mars 2020. 10 mars 2020. Oui. Entre-temps, vous vous retrouvez à la rue avec votre enfant ? Le 10 janvier 2020. Donc le 10 janvier 2020. Oui. Donc concrètement, le petit a vécu avec son père combien de temps ? De juillet, en fait, plutôt août, puisque comme il est né prématurément, donc il a fait 1 semaine et demie de néonat, on est resté à l'hôpital. Donc de début août jusqu'au 10 janvier 2020. Donc août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Voilà, 5 mois. Donc il l'a vu 5 mois. C'est ça. Ensuite, vous rentrez en Guadeloupe, Oui. en vacances. Bon, Covid oblige, vous êtes obligé de rester dans un premier temps. Ça dure quand même plusieurs mois. Après, vous avez une possibilité de partir, mais vous vous dites que finalement, le cadre vous convient. Et il y a eu en plus un deuxième confinement sur Paris. Voilà. Donc je suis de nouveau restée. J'ai encore annulé mes billets. Et finalement, je suis restée puisque j'ai un père qui n'a jamais appelé, qui n'a jamais... Enfin, il ne sait même pas à quoi ressemble son enfant. Il a demandé 1 fois ou 2 maximum une photo. Mais quand il est venu, en fait, il y a eu une audience début 2020 qui lui a octroyé un droit de visite au mois de juillet. Donc, du coup, en juillet, j'aurais pu clairement lui mettre n'importe quelle métisse entre les mains et partir avec. Parce qu'il ne s'est même pas dit, je vais enfin voir mon fils, je vais l'appeler peut-être en visio, lui faire une petite préparation pour lui montrer qui je suis, pour le voir, pour installer un début de relationnel entre un père et son enfant, rien. Et en fait, il y a eu une audience. À cette audience-là, il vient. À ma grande surprise, il pleure. Donc, il pleure devant le juge, comme quoi je suis partie du jour au lendemain. Il ne savait pas où j'étais. Un père privé de son enfant. Vous l'avez prévenu de votre départ ou pas ? Bien sûr, il savait que je partais. Il était assis à côté de moi quand j'ai pris les billets d'avion. D'accord. Il savait totalement que je partais en vacances.
Mon travail le savait, j'ai la preuve, j'ai le billet aller-retour, j'ai tout. Il Puisque savait que vous je êtes passé en partais. télétravail de toute façon Exactement. pendant que vous étiez en Guadeloupe. Voilà. Donc Et tout qui le me monde fait est des mails informé. en me disant oui, bon, il y a le confinement, etc. Je lui dis oui, du coup, je suis restée coincée, je ne peux pas rentrer, etc. Donc j'ai des preuves écrites qu'il savait que je n'étais pas dans un pays étranger, il savait que j'étais en Quoique Guadeloupe. certains considèrent la Guadeloupe comme un pays étranger, hein, finalement. Apparemment. Et mettent aussi Gosier à Qu'on se le Goyave. dise, Mais n'est-ce voilà. pas? Donc, du coup, effectivement, il y a pas mal d'éléments là-dessus. Et il vient, il pleure. Donc, apparemment, c'est aussi un homme battu. Apparemment, j'ai battu cet homme. Donc, il dit que je le frappais parce que. Pourquoi? Parce qu'il il n'avait pas donné un biberon la nuit, je l'ai frappé. Donc il était là en train de pleurer à côté de moi devant le juge en disant qu'il était un homme battu. Et que je suis partie avec son enfant et que son seul souhait, c'est de revoir son fils. D'accord. Donc moi, je suis restée assez sans voix face à tout ça. Je regarde, moi, je ne dis rien. Que voulez-vous que Vous je ne vous dise à attendiez ça? pas à ça, en Ah fait. non, ah non, 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 non. Et même, je suis déçue de moi-même. Je me dis, comment tu as fait? Comment tu as fait pour ne pas voir, en fait, cette facette de cet homme? Parce que là, c'est un sketch qu'il est en train de faire devant le juge. Et donc, du coup, le juge, donc il faut savoir qu'il y a 2 audiences. Il y a une première audience où c'est un avant-dire droit. Donc, c'est-à-dire que le juge donne une première décision pour voir comment ça se passe des 2 parties avant de donner sa décision finale. Donc, cet avant-dire droit indique que le petit garçon doit rester avec moi et octroie au père des droits de visite en juillet et à la Toussaint. Donc, le père me fait un mail en me disant qu'il vient. Donc, je lui réponds super. Donc, j'essaie de lui montrer que moi, je veux enterrer le passé et que si, par bonheur, il a envie de jouer son rôle de père et que peut-être qu'il a une illumination ou que sais-je, très bien, moi, ça me va. Après, on a votre version. Malheureusement, on n'a pas la version contradictoire Totalement. justement de votre mari. Donc, je me ferai avocat du diable quand De même mon ce soir. ex-compagnon. Ah, de n'était votre pas ex-compagnon, pardonnez-moi. En tout cas, je me ferai quand même avocat du diable. On sait que dans les couples, parfois, il peut y avoir le ton qui monte, on peut dire beaucoup de choses qui dépassent la pensée. Est-ce que vous prenez une part de responsabilité? Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses que vous avez faites de travers et qui vous auraient peut-être conduit aussi à cette situation? Alors oui, c'est pour ça que, comme je disais juste avant, j'ai établi une liste en fait de choses à faire pour chacun, parce que je me suis dit peut-être que je prends trop de place étant mère allaitante. On sait que quand une mère allaite son enfant, ben, elle a une proximité, déjà le fait que l'enfant soit né dans son ventre, etc., une proximité très très proche avec son enfant. Donc je me suis dit mince, peut-être qu'il a envie de faire des choses et que moi je prends trop de place. Donc j'ai eu cette conversation avec lui, je lui ai proposé de faire des choses, il m'a dit ok sur une partie. Et je me suis dit, c'est bon, on a tout mis à plat. Et en fait, non, au bout d'une semaine, ce sur quoi je veux en venir il avec ne voulait vous, pas. c'est est-ce que vous n'auriez pas exercé, par exemple, un chantage sur lui? Est-ce que au moment de partir, il n'y aurait pas eu des choses qui ont été dites? Est-ce qu'une fois arrivé en Guadeloupe, vous n'auriez pas peut-être pas empêché à cet homme de parler à son enfant ou de le voir? Alors, pour l'empêcher de lui parler, il aurait fallu qu'il appelle. Il n'a jamais appelé. Donc, ça, des preuves d'appel téléphonique, on peut en avoir assez rapidement. Voire pareil, hein, moi je lui dis je ne rentre pas à cause du Covid, à cause de mes antécédents médicaux. Il m'a jamais dit, rétorqué, dans ces cas-là tu ne viens pas, moi je viens à toi. Donc non, je ne l'ai pas empêché de venir. Et à un moment donné, quelque chose qui revient tout le temps en boucle chez lui, c'est que je l'ai traité de géniteur. Et sauf qu'il ne comprend pas que chez nous aux Antilles, quand on traite quelqu'un de géniteur, c'est que c'est tout simplement un père ou une mère qui a mis au monde un enfant mais qui s'en occupe pas. C'est tout. Et lui, il a pris en mode, j'ai limite pris sa consistance pour faire un enfant. Sauf que si j'avais voulu m'arrêter à là, je l'aurais fait. Je n'aurais pas fait reconnaître un enfant, je n'aurais pas acheté un appartement avec lui, je ne me serais pas installée avec lui. Et lui, il est en boucle là-dessus. J'ai beau lui expliquer qu'on est 2 cultures différentes et que quand on dit ça, je lui ai dit dans un contexte très particulier, il est en boucle là-dessus en disant, juge, elle m'a pris comme un simple géniteur. Et je me suis même excusée. C'est clairement c'est la résultante. Hein. Totalement. C'est le fait de ne pas faire son job qui fait qu'on te qualifie de géniteur. C'est ça. Et donc, du coup, je m'en suis même excusée quand il est venu en juillet. Je lui ai dit, écoute, il y a certainement des choses qui sont de mon fait. Ça, j'ai vu que ce point-là t'a blessé. Je m'en excuse, etc. J'ai vraiment essayé. Je suis même allée voir un psychologue la veille de sa venue en Guadeloupe pour demander au psychologue comment m'adresser au père de mon fils pour instaurer un calme. J'ai aussi une attestation de ce psychologue que je suis allée voir d'urgence la veille à Saint-Claude pour essayer d'instaurer un dialogue constructif, apaisé, etc.
Donc le père me dit qu'il vient, je lui dis c'est super, etc. Et je lui dis, bon, ben, là, comme tu le sais, je suis en télétravail jusqu'à midi, donc le matin, ça va être compliqué. L'après-midi, par contre, ça va être bon. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vois les choses pour la période d'adaptation? Parce que le jugement indiquait juste de 8 heures à 17 heures, sans période d'adaptation. Et lui, il me rétorque que lui, il va juste appliquer le jugement. Venir en bas de chez moi, prendre l'enfant, partir avec, revenir à 17 heures, me le redonner sans un mot. Donc vous vouliez en fait qu'il y ait une transition, Totalement. que vous puissiez converser pour que la Totalement. passation de l'enfant, enfin je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais pour que l'enfant ne soit pas choqué finalement. C'est ça. Une période d'adaptation comme on en Parce fait en qu'on crèche. rappelle qu'il ne l'a pas vu vraiment en fait. Pas vu vraiment, il ne l'a pas vu tout court. Donc c'est moi qui ai dû le préparer en lui montrant des photos pour lui dire, il y a un monsieur qui va venir te voir, ce monsieur c'est ton papa, etc. Donc je lui ai montré sa photo de profil WhatsApp, je n'avais que ça. Donc j'ai essayé de le préparer. Lui refuse catégoriquement de faire une préparation. Je lui dis, écoute, notre fils n'a jamais fait de crèche parce que comme je ne savais pas où vivre en Guadeloupe, en métropole, je l'avais inscrit à la crèche. Je dis à la crèche, patientez, j'arrive dans quelques mois à la fin de la crise sanitaire, sauf que la crise sanitaire, on y est limite encore. Ouais. Donc du coup, je lui dis, de ce fait, je n'ai jamais mis notre fils en crèche. Et je me suis dit, comme en Guadeloupe, on a la chance d'avoir pas mal de très petites sections, quand il aura 2 ans et demi, voilà, il ira à l'école directement. Je ne vais pas aller batailler une place en crèche pour quelques mois alors qu'il y a des gens qui en ont besoin pour... L'obligation de passer puis voilà, en crèche, si tu es une assistante maternelle. Puis en plus, moi, je finis de travailler à midi. Donc autant vous dire, tout le reste de la journée, je vais Mais beaucoup de parents ont décidé finalement de garder leurs enfants à la maison du fait du Covid et de la circulation du virus. Et puis crèche égale aussi virus, etc. Donc ils sont quand même très porteurs. Donc j'ai pris cette décision-là. Je lui explique, je lui dis, écoute, on est sur un enfant qui n'a jamais quitté sa mère et sa grand-mère maternelle en même temps. Même pas 1 heure. C'est-à-dire que c'est un enfant qui est très joyeux, qui va faire coucou à tout le monde, aux voisins, etc. Tatina. Mais on ne va pas le déposer quelque part et partir. Hein. Il va nous faire une crise. C'est pas possible. Donc du coup, je lui explique ça par mail, parce que c'est quelqu'un avec qui on ne peut pas converser par téléphone, ce que je regrette beaucoup. Donc je lui fais des mails, je lui dis, écoute, c'est juste dans l'intérêt de notre fils. Je ne veux pas t'empêcher de faire ton droit de visite, pas du tout. Je veux juste que notre fils soit bien. C'est tout ce que je te demande. Il vient le jour même avec sa mère, insulte. Voilà, c'est juste, il vient en combat en fait, il vient en guerre. Je lui dis, écoute, monte. Il vous a invectivé comme ça sans raison ou bien, je reviens encore une fois, je suis obligé de vous demander, puisqu'on n'était pas présent, oui. Vous n'avez rien dit, vous n'avez rien fait qui ait entraîné cette dispute. Alors, elle tombe comme ça. Ce qui tombe comme dispute comme ça, c'est que je lui dis, viens voir ton enfant, j'ai fait préparer une salle de jeu, viens le rencontrer. Non. Je lui dis, écoute, il est trop petit, je te demande juste de faire connaissance avec lui. Je lui dis, non, je ne veux pas rentrer chez toi, tu vas me tuer. On en revient encore à homme battu, homme avec un fusil sur la tempe. Je ne sais pas dans quel pays il se croit, mais il me dit que je vais carrément le tuer chez moi s'il rentre. Donc je lui dis, écoute, si tu ne veux pas monter à la maison, il y a plein de plages en Guadeloupe, on va sur un terrain neutre. Si tu as envie de me crier dessus, tu me cries dessus, sans notre enfant. Une fois que tu auras vidé ton sac et que tu te sentiras mieux, on le récupère, on fait une petite période de transition, et puis après, tu pourras partir, au bout de peut-être 2-3 jours, tu pourras partir avec lui de 8h à 17h. Il faut juste qu'il soit bien. Et en fait, non. Et le pire dans l'histoire, c'est que c'est même pas lui qui parle le plus, c'est sa mère qui parle le plus, qui m'insulte de tous les noms, qui disent que les Antillais sont des illettrés. Donc ça aussi, je l'apprends en fait, que j'ai honte de moi. Je suis sortie avec quelqu'un de raciste qui dit que les Antillais sont des illettrés, qui tient des propos mais tellement rabaissants pour nous-mêmes que je me dis, mais pourquoi t'as fait ça? Sauf que moi, je suis pas dans ce monde-là. Je suis dans le monde où je suis censée voir la personne comme elle est et pas forcément sa couleur de peau en me disant non, je suis antillaise, je vais sortir qu'avec des Antillais. Tout le monde n'a pas les mêmes échelles de valeur. Je suis antillaise, je suis guadeloupéenne et martiniquaise. Je suis déjà sortie avec un martiniquais, avec un guadeloupéen, avec un chinois, avec un français, avec un franco-portugais. Et voilà, enfin, le père est franco-portugais. Et là, tout d'un coup, me sort des choses. Je me dis, mais comment c'est possible? Donc, il n'a pas souhaité faire cette période d'adaptation. Les voisins sont venus à la rescousse pour essayer de leur expliquer. Et j'avais même un ami chez moi. Ce jour-là, je lui dis, écoute, viens à mon aide, parce qu'il connaissait cet ami, c'était un ami commun. Et comme c'est un homme, je lui dis, étant un homme, tu pourras peut-être lui parler d'homme à homme pour lui expliquer les choses. Et en plus, il travaille dans le social. Donc, il a essayé de lui expliquer les choses, mais rien à faire. La mère prend tout le temps le dessus.
Donc, tout le temps à en fait empêcher même son fils de réfléchir convenablement. Et on lui dit, mais écoute ton cœur de père, regarde cet enfant qui n'a rien demandé à personne, il commence à être tétanisé, il parle plus, calme-toi. Et en fait, ce qu'il a préféré faire, c'est d'aller porter plainte pour non-représentation d'enfant. Et il me dit, moi je dis à la gendarmerie, c'est très bien, c'est beau un jugement, c'est très beau, mais moi ce qui passera toujours en priorité, c'est le bien-être de mon enfant. On peut me mettre tous les jugements de la terre, si je vois que mon enfant a un mal-être, jamais j'appliquerai un jugement, jamais. Et je l'ai dit, je le crie, je le revendique, je l'écris, je le dis à qui veut l'entendre. Jamais de la vie, jamais le bien-être de mon fils passera après un jugement, jamais. Et là, j'ai vu un enfant tétanisé. Donc non, non, il n'est pas parti. Donc ce que le juge me reproche, c'est le fait de n'avoir pas donné cet enfant en temps et en heure à son père. Sauf que je réponds à ce juge, encore une fois, encore ce soir, je réponds, monsieur le juge, quand un enfant est en tétanie, quand un enfant montre des signes de traumatisme, non, non, je n'applique pas un jugement. Je ne demande pas grand-chose, je demande une période d'adaptation comme on en fait en crèche. Donc je ne vois pas en quoi ma demande est illégitime. Et tellement elle n'a pas été légitime que le procureur a décidé que oui, effectivement, il fallait mettre une période d'adaptation. Donc il est venu. De 2 Là, ans, à l'époque, il venait d'avoir 2 ans. Il allait avoir 2 ans. Donc du coup, le père vient le jour de son anniversaire, du coup, pour faire cette période d'adaptation, avec son petit cadeau, une petite voiture, avec laquelle il est parti, avec laquelle il est revenu à la Toussaint, avec laquelle il est reparti. Donc, il vient, on va sur la plage avec l'intervenante sociale en gendarmerie. Donc, moi, je reste au loin. Je vois que notre fils me regarde de temps en temps, ce qui est normal pour se rassurer, mais je vois que ça se passe plutôt bien. Et c'est à ce moment-là que je vais voir et la mère et le père. Je ravale tout ce que j'ai à ravaler parce que j'aime tellement mon fils que je ferai tout pour lui. Et je m'excuse. Je leur dis, je suis désolée. Peut-être, je dis au père, peut-être que quand tu me demandais comment va notre fils et que je te répondais juste il va bien, peut-être que tu as senti que tu n'avais pas le droit d'appeler. Peut-être que c'est de ma faute. Je te demande pardon. Je lui ai dit. Et je lui dis, écoute, je veux qu'on enterre le passé. On a un enfant, il est merveilleux. Sache que je l'ai inscrit à l'école, il va être dans tel type d'école, etc., dans le privé. Il me dit rien. Et puis, je dis, écoute, je suis ravie de voir qu'on enterre la hache de guerre. Rendez-vous demain, etc. Je rentre avec notre fils s'endort pour sa sieste, je lui fais une photo. Notre fils dort. Il se réveille, je lui fais une photo. Notre fils est réveillé, il est au piano. Je prépare son sac pour demain. Qu'est-ce que je mets dedans? Qu'est-ce que vous allez faire? Je ne sais pas. Je lui dis, on n'était pas obligé de savoir, tu me diras demain, je mets des petites affaires de bain, etc. Le lendemain matin, il revient. Je ne sais pas s'il trouvait que tout se passait trop bien, mais il revient encore en guerre. Je lui dis, au fait, tu loges où? Et il me répond une section, comme si on me dit, je sais pas moi, comme si on me dit Jarry, voilà, Jarry Bemao. Donc je lui dis, c'est vrai que les adresses en Guadeloupe ne sont pas très précises. Je lui dis, montre-moi sur une carte GPS. Et là, il me dit, sa mère lui dit, non, tu lui donnes rien et tout, vas-y, ferme la porte, on va encore porter plainte, de toute manière, elle ira en prison. Et là, il ferme la porte, bam, ils partent. J'ai le petit dans les bras, toutes ses affaires dans le coffre. Je dis, c'est pas ce que je viens d'entendre. Il part. À la gendarmerie, porter plainte. La gendarmerie m'appelle, je dis, monsieur le gendarme, je vous en supplie, ouvrez le coffre de la voiture. Il y a toutes les affaires de notre fils dedans. Il y a son repas du midi, parce que tous les jours, on préparait son repas du midi, pour pas qu'il ait à chercher qu'est-ce qu'il faut donner à l'enfant, etc. L'enfant aime le local, il aime les fruits à pain, il aime les madères, etc. Je l'élève comme ça. Donc du coup, je me dis, je veux pas qu'il ait à chercher, qu'il soit angoissé, à se dire, mince, qu'est-ce que l'enfant mange, etc. Je sais qu'il va manger, au moins il va passer un bon moment avec son fils. Je dis, monsieur le gendarme, regardez dans le coffre, il y a tout. Il voit qu'effectivement, il y a tout. Ils reviennent chercher l'enfant. Le surlendemain, je ne dis rien, mais je vois que le siège auto est mal placé. Je dis, écoute, tu peux mettre le siège auto de l'autre côté, côté passager et pas côté conducteur, surtout sur nos routes qui sont étroites, il y a beaucoup de virages. Côté conducteur, l'enfant ne voit qu'une seule chose, des camions qui lui foncent dessus dans les virages. Tu n'es pas habitué à conduire ici et l'enfant n'a jamais été côté conducteur. Tu peux le mettre de l'autre côté. Pareil, j'ai trop parlé, scandale, bam, ils partent.
elle va finir en cellule. Encore une fois, j'appelle en pleurs la gendarmerie, je leur dis je n'en peux plus, je ne peux même plus dire un mot. Il le prend mal, il part. Donc, à partir de ce jour-là, j'ai décidé que je ne descendais plus. C'est mon frère ou ma mère qui, chaque matin, venait, prenait l'enfant, le descendait. Moi, j'étais au piano. J'ai dit non, moi, je ne veux plus le voir. Parce que dès que j'ouvre la bouche, c'est prétexte, ah, je vais à la gendarmerie. Donc, voilà ce qui s'est passé au mois de juillet. Sachant que l'enfant, finalement, je sais très bien qu'il n'y a pas eu assez de temps, assez de période d'adaptation, trop de cris devant lui. C'est un enfant qui est très paisible. Chez nous, il n'y a pas de... Je ne mets pas mon enfant devant la télé. Il joue à des jeux manuels. Il est piano. Enfin, il est très, très calme. Et l'enfant, il revient, tous les soirs, il est endormi, énervé. Il refuse de manger. Et ses nuits, c'est une catastrophe. Parce que son rythme n'est pas respecté. Donc, je lui dis, écoute, son rythme, c'est à 14 heures. Tu le mets couché. Même s'il ne s'endort pas, au moins il se repose. On a eu des exemples un peu justement de la gestion, mais comme le temps nous fait défaut, il va falloir qu'on accélère un peu sur la procédure pour vraiment en venir à la procédure judiciaire, vraiment. Alors, il y a eu... Parce qu'il a porté plainte à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, c'est ça, pendant la présentation d'enfants en juillet et à la Toussaint, parce qu'à la Toussaint, il me l'a remis totalement traumatisé, en pleurs, en larmes, etc. Est-ce que vous savez pourquoi il était traumatisé? J'ai compris après, parce que c'est notre fils qui me l'a dit. Mais quand je lui ai demandé, je lui ai dit, mais pourquoi il pleure? Il me dit, arrête tes bêtises, il coupe son téléphone. Je lui montre la vidéo de l'enfant en pleurs. Et quand je lui demande, t'as passé une bonne journée avec papa? Il me dit, non, 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 non. Et il essaie de s'exprimer, mais il n'y arrive pas. Il a quand même 2 ans et quelques mois à ce moment-là. Et il me dit, alors, qu'est-ce qu'il a? Il n'aime pas ta tête, il n'aime que moi. C'est pour ça qu'il pleure. Vous vous rendez compte? Donc moi, je lui dis, non, je ne peux pas te le remettre. Il est cloîtré dans sa chambre, il ne veut pas sortir. Donc pareil, il va porter plainte. Et là, le juge, deuxième audience, le juge décrète que dans le jugement, entre-temps, il y a eu des enquêtes sociales, puisqu'on me demande sur Internet, on me dit c'est pas possible. Donc je vais lire rapidement des extraits. Donc ça, c'est l'enquête sociale qui a été réalisée chez moi. Il ressort de nos investigations que le petit garçon de 2 ans bénéficie auprès de sa mère des conditions de prise en charge satisfaisantes, tant au niveau nourricier, éducatif qu'affectif. Le mineur évolue en effet favorablement. Aussi, il n'y a pas, à notre avis, de contre-indication pour un maintien de la garde du mineur auprès de sa mère. Toutefois, le climat conflictuel entre les parents peut être préjudiciable au bon développement du mineur. Il nous paraît indispensable qu'une médiation soit mise en place pour les parents afin d'apaiser les tensions. Donc ça, c'est quelque chose que je demande au père depuis des mois. Il refuse. Et là, j'ai l'enquête sociale du papa, juste ici, où l'enquêtrice dit « Nous interrogeons sa capacité, en parlant du père, à prendre en compte sans les banaliser ses besoins psycho-affectifs auxquels nous avons tenté de le sensibiliser sans qu'ils paraissent accessibles à nos échanges. Nous n'avons pas pu mesurer l'investissement affectif des grands-parents paternels puisque nous n'avons pas pu avoir d'échange serein avec la mère de monsieur dont la place nous a un peu interrogés. Nous n'avons pas rencontré Lucas ni madame, mais les propos inquiétants de monsieur au sujet de cette dernière nous interrogent et nous incitent à la prudence. Il nous semble important que les conflits parentaux s'apaisent pour le bien du petit garçon. » Et il a aussi indiqué que nous n'avons pas pu avoir d'entretien avec la mère de monsieur. Nous avons eu un premier contact un peu compliqué lors de notre visite au domicile de monsieur, où elle résidait durant quelques jours. Alors que nous étions en entretien avec monsieur, nous avons été gênés par sa présence proche du salon, où nous étions assis, ce qui était invasif. Nous avons reposé le cadre de notre intervention un peu fermement, ce qu'elle a mal vécu. Nous l'avons ensuite recontactée pour obtenir des éléments au sujet de la situation, mais après de nombreux reproches sans filtre, il faut entendre par là des insultes, relatifs à notre intervention passée et des attaques verbales que nous n'avons pas pu apaiser, elle a mis fin à notre tentative de communication. Donc on a une grand-mère paternelle hystérique devant 2 enquêtrices sociales. On a une enquêtrice sociale du père qui dit que il banalise les besoins psycho-affectifs d'un enfant, donc il ne saura pas s'en occuper. On a les 2 enquêtes, la conclusion de l'enquête du père qui dit que la résidence habituelle du petit garçon doit être fixée au domicile de la mère et que le père doit avoir des droits de visite avec un rendez-vous hebdomadaire par Skype. Et le juge, il va falloir qu'on m'explique comment un juge... Voilà, parce que les téléspectateurs demandent, mais pourquoi ils déballent leur vie privée? Non, pourquoi ils déballent leur vie privée, puisque bon, c'est une relation assez personnelle. Mais justement,
on laisse le droit de parole à Nelly parce qu'on en vient à la décision de justice. C'est ce avec quoi elle n'est pas du tout d'accord, puisque malgré les enquêtes sociales visiblement qui ont été faites et qui sont assez explicites, qu'a décidé le juge? Le juge a décidé qu'un enfant de 2 ans et demi doit être déraciné, doit être déscolarisé, déraciné de son pays, de sa mère, de sa famille, pour partir en France hexagonale chez un père qu'il connaît à peine. Voilà ce que le juge a décidé et que moi, j'ai des droits de visite et d'hébergement à certaines Donc, vacances. ils ont inversé un peu le... Ils ont totalement inversé. Le père en est ravi puisqu'il me le dit avec un grand sourire quand il est venu récupérer notre fils mardi, juste le lendemain de Pâques. Il est venu pour le prendre de mardi à samedi, sachant que samedi, c'était les vacances de Pâques métropole et que je l'avais. Donc je lui dis, écoute, ne pars pas avec lui. Fais déjà cette petite transition d'être avec lui, au moins dans le pays dans lequel il se sent le mieux, dans le pays qu'il connaît. Je lui dis, je te paie l'hébergement, je te paie tout ce qu'il faut te payer pour rester jusqu'à samedi. Il m'a dit non, je pars avec. Je lui dis, écoute, il faut qu'on aille voir un pédopsychiatre d'urgence. Tu prends l'avion le soir, prenons la matinée, allons voir un pédopsychiatre. L'enfant ne se sent pas bien depuis que j'ai expliqué ça. Il a un trouble d'alimentation, il a un trouble du sommeil, il ne se sent pas bien. J'ai vu un médecin qui m'a fait une ordonnance qui m'a dit, il faut absolument voir un pédopsychiatre avant ce départ. Le père me dit, arrête tes bêtises. Non. Devant les gendarmes, il dit, non, je n'irai pas. Je dis, je suis aux urgences, viens voir un pédopsychiatre avec moi. Il me dit, non, je n'irai pas. L'enfant n'a rien, je n'irai pas. Donc, il a pris, j'étais contrainte d'appliquer un jugement. Là, pour le coup, j'étais contrainte d'appliquer un jugement. Et Donc, de laisser ils ont pris votre petit garçon. Donc, il a pris notre fils de 2 ans et demi. Il a pris, tétanisé. Il ne parlait plus parce qu'avec moi, il pleure. Quand je lui dis, écoute, papa va venir te chercher. Tu vas prendre l'avion. Il me dit, oui, avec maman, avec mamie, avec papa. Je lui dis, non, chérie, tu vas y aller tout seul avec papa. Et tu vas dans une autre maison avec une autre chambre. Et il me dit, mon école. Je lui dis, ben, ton école, tu auras une autre école, d'autres copains. Et il veut pas. Il pleure, il hurle à la gendarmerie, je ne veux pas partir avec papa, je ne veux pas partir avec papa. Sauf que là, je suis contrainte, parce que si je ne fais pas ça, qu'est-ce qu'il en devient? Qu'est-ce qu'il en devient, notre enfant? J'avais le choix de fuir, j'aurais pu fuir. Beaucoup de personnes m'ont dit, mais fuis, cache-toi. Je ne vais pas faire vivre. Moi, je protège le bien-être de mon enfant, je ne peux pas le faire vivre une vie de... Mais ce n'est pas possible. Clairement. Déjà moi-même, alors un enfant. Donc il est parti avec. Et le lendemain, mon fils avait les cheveux longs. C'est un métis, cheveux longs jusque-là. Le lendemain, il lui rase le crâne. Raser le crâne. Il lui a rasé. Piou, piou, il a laissé peut-être 7 cm au-dessus. Et il a tout coupé. Le lendemain, donc il change de pays, il change sa tête, il change sa chambre, il change sa nourriture, il change tout. Il change ses repères. Et là, maintenant, j'ai récupéré un enfant qu'il a eu du mal à rendre le samedi, puisqu'il ne l'a rendu que le lundi. Je récupère un enfant qui est agrippé à moi. C'est-à-dire que la nuit, je la passe avec lui. Il ne peut pas dormir seul. Je dois lui tenir la main. S'il a un moment de réveil et qu'il ne me sent pas à côté de lui, c'est une panique. Donc je suis tout le temps collée à lui. C'est soit il est à ma main, soit il est sur mon ventre. À 2 ans et demi, il recommence à faire pipi sur lui, chose qu'il ne faisait plus. Voilà ce que le juge. Donc je demande comment un jugement peut mettre totalement de côté le bien-être d'un enfant. On refuse de prévenir plutôt que de guérir, chose que j'ai faite en juillet quand j'ai dit non, attendez, il faut une période d'adaptation. Donc là, on refuse de prévenir plutôt que de guérir. Là, j'ai un enfant avec un syndrome d'agrippement qui refuse de dormir seul. Je dois lui tenir la main. Je n'ai pas de casier. Donc ça, c'est quelque chose qu'on m'a demandé. Elle doit avoir un vice. Un juge ne peut pas faire ça. Je n'ai pas de casier judiciaire. Ça fait 15 ans que je travaille tous les jours. Je n'ai jamais eu un jour de chômage. Je ne fume pas, je ne me drogue pas, je n'ai rien. Mon enfant n'est pas du tout maltraité. Tous mes voisins peuvent en témoigner. Les enquêtes, de toute façon. Les enquêtes le témoignent. Et moi, mon seul objectif depuis le départ, ça a été d'installer une coparentalité sereine, balayer le passé et dire au père, écoute, on fait tout pour notre fils, juste pour son bien-être émotionnel et psychologique. Donc vous avez un prochain jugement qui sera rendu dans 2 jours. C'est une demande de suspension auprès du premier président à Basse-Terre. Puisque là, l'enfant est avec vous, finalement. L'enfant, il est avec moi là pendant les vacances de Pâques métropole, donc qui se terminent dimanche. Donc, il doit prendre l'avion normalement samedi pour atterrir le dimanche. Et il n'y a jamais eu d'enquête sociale une enquête psychologique au niveau du père et au niveau de la relation père
enfant, c'est ce qu'on fait avant de confier un enfant à quelqu'un. On fait une enquête, surtout quand l'enquête sociale du père indique qu'il faut faire une enquête psychologique au niveau du père. Et là, on balaie tout ça, donc il faut qu'on m'explique. Donc, vraiment, c'est un appel, c'est un appel à l'aide, c'est une bouteille à la mer que vous lancez. Totalement, une énorme Sinon, bouteille. vous n'auriez pas médiatisé effectivement Jamais. votre affaire et donc votre vie privée. Vous essayez vraiment de faire infléchir donc cette justice de façon à pouvoir garder votre petit garçon de 2 ans et demi, on le rappelle, à vos côtés, ici en Guadeloupe, de préférence. C'est de ça dont il C'est s'agit. surtout qu'il reste dans le cadre qu'il a toujours connu avec les personnes qui l'ont aimé depuis sa vie intra-utérine jusqu'à maintenant, et pas quelqu'un il me donne l'impression d'instrumentaliser un enfant de 2 ans et demi pour me faire du mal. Et il le dit très clairement, je suis là pour te faire souffrir, je veux que tu dois rentrer en métropole pour que notre fils puisse avoir son père et sa mère à ses côtés. Il l'écrit noir sur blanc par mail. Comment un juge peut passer à côté de ça? Je suppose que vous ne voulez plus trop vous remettre en couple avec lui, non? Ah non, pas du tout. Pour faire ça, il faut quand même déjà aimer notre enfant, montrer qu'on a un bon papa, et puis après, on reverra. Mais là, c'est impossible. Pour vous, la priorité, ça reste le petit, Ça restera toujours le mon bien-être fils. du petit. Toujours. Donc la décision sera rendue mercredi. On attendra de vos nouvelles, savoir effectivement si votre situation évolue ou non. Et en quel cas, si rien ne bouge, effectivement, donc votre petit garçon sera amené à retourner en France hexagonale auprès donc de son père. Merci de nous avoir fait part quand même de votre histoire. On attend, comme je vous dis, de voir un peu comment ça se dégoupille. Mais c'est vrai qu'avec plusieurs enquêtes sociales qui vont votre sens, le jugement, effectivement, peut paraître un peu spécial, un peu singulier. Merci en tout cas. Merci à vous. Voilà, chers téléspectateurs, le focus est terminé pour aujourd'hui. Passez une bonne soirée à l'écoute de nos programmes sur Canal 10 Télévision. On se retrouve demain.